Lors du dernier cours, on a vu que les spineurs en relativité doivent exister en deux types différents, qu'on appelle droit et gauche, et que si on veut construire une théorie qui n'implique que l'un ou l'autre de ces deux types, eh bien on obtient les équations de Weyl. Ces équations décrivent possiblement des particules qui ont une masse nulle, et ces particules ont aussi une hélicité bien définie, c'est-à-dire que si elles sont décrites par des spineurs gauches. À ce moment-là, leur hélicité, c'est-à-dire la projection, enfin, la projection de leur moment cinétique intrinsèque, donc du spin le long de leur vitesse ou de leur quantité de mouvement, correspond à une polarisation gauche ou vice-versa si ce sont des spineurs droits. Donc, certainement, ça ne peut pas, a priori, décrire des fermions réels ou actuels comme l'électron, par exemple, qui ont une masse. Et c'est ici qu'intervient la fameuse équation de Dirac. Donc, on va maintenant présenter l'équation de Dirac d'une manière un peu différente de celle qui est utilisée habituellement dans les cours et démontrer de manière différente de ce que Dirac lui-même a fait. Vous pourrez lire la petite anecdote qui est racontée ici sur comment Dirac est arrivé à son équation. Disons, c'est plus une question de psychologie qu'autre chose, mais Dirac n'a pas suivi le chemin qu'on suit maintenant, qui est très, très systématique et plus logique. Donc, la façon d'incorporer une masse dans ces spinners est de mélanger les spinners gauche et droite. Bref, de construire une théorie qui implique à la fois psi L et psi R. Donc, ce que l'on peut faire, c'est poser le Lagrangien suivant. Pourquoi cette forme? Bon, chacun des deux termes qui est ici correspond à ce qu'on a dans la théorie de Weyl pour les fermions sans masse. On ajoute simplement un terme qui, comme on l'a vu la dernière fois, est un terme réel et invariant de Lorentz, qui couple les spineurs droit et gauche de cette manière, avec un coefficient M. Coefficient M qui a forcément les mêmes unités ici que, par exemple, la dérivée, puisque c'est la seule différence qu'il y a. Et ici, j'ai quand même deux facteurs de psi, ici aussi. Donc, le coefficient M a les unités d'une masse, oui, donc d'une longueur inverse, donc d'une masse. Ça ne veut pas dire que c'est une masse, bien sûr, il faut aller un petit peu plus loin pour le démontrer. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Donc, en soi, on pourrait écrire cette nouvelle théorie de cette manière, mais on va écrire un peu différemment. On va plutôt écrire un spinner, qu'on appelle maintenant un spinner de Dirac, qui comporte 4 composantes au lieu de 2, et qui est simplement obtenu en juxtaposant le spinner gauche et le spinner droit. Donc, si on l'écrit de cette manière, eh bien, on pourrait très bien écrire les deux premiers termes qui sont ici de la manière suivante. Donc, j'aurais le fameux psi dag et la dérivée de psi ici avec une matrice maintenant 4 par 4 ou enfin 2 par 2 en bloc, diagonale par bloc 2 par 2. Donc, chacun des blocs est une matrice 2 par 2, celle qui figure ici et celle qui figure là. D'accord? Donc, ça, c'est pour les termes qui comportent des dérivés. Et j'aurais un deuxième terme ici, vu que ça mélange psi L et psi R de cette manière, eh bien, cette matrice 4 par 4 serait, encore une fois, définie par bloc avec des matrices identités dans les parties hors diagonales comme ceci. Donc, c'est une façon différente d'écrire le même Lagrangien. Et là, on continue à faire quelques réécritures. Donc, on introduit une notation sans introduire de concept de nouveau. Donc, on va définir des matrices maintenant 4 par 4, qu'on appelle des matrices de Dirac. Donc, il y aurait 4 matrices. Gamma 0 serait défini comme étant ça ici. Et gamma k, donc k est égal à 1, 2 ou 3, serait donné par cette combinaison avec les matrices de Pauli qui sont ici. Et donc, au fond, on pourrait écrire, c'est un peu redondant, mais une matrice gamma mu, mu prend maintenant les valeurs 0 jusqu'à 3, qui serait donnée par gamma 0, qui est définie ici, fois cette matrice diagonale par bloc, où j'ai les sigma mu. Donc, bien sûr, cette relation est identique à celle-ci. Il suffit de voir quand on met mu égale 0,
on obtient bien ici les sigma mu, sigma 0 sont des identités, donc on obtient simplement gamma 0 égale gamma 0, ce qui est trivial évidemment. Et si on met mu égale k, eh bien on aurait gamma 0 qui échange les deux rangées de blocs et fois ce sigma mu ici, et donc on obtiendrait forcément cette forme ici pour k égale 1, 2, 3. Donc c'est juste simplement une façon de réécrire. Et avec cela, on pourrait réécrire en plus un concept important, le conjugué de Dirac, qu'on appelle psi bar, qui est le conjugué hermitien post-multiplié par gamma 0. Donc psi bar, c'est un spinner rangé. C'est pas comme psi dag est un spinner rangé. Psi bar est un spinner rangé, donc qui comporte 4 colonnes, une rangée. Et gamma 0 est une matrice 4 par 4. Donc si on prend cette notation, donc ces matrices de Dirac, eh bien, on pourrait simplement écrire ça ici, et les deux ensemble, comme cette relation ici. Donc, cette expression est équivalente à ce qu'on avait auparavant. Donc, j'insiste sur le fait qu'on a psi bar ici, les matrices gamma mu, le delta mu, la dérivée par rapport à la coordonnée d'espace-temps, et on a le terme de masse ici qui a une forme beaucoup plus simple de cette manière. Bon, on peut vérifier, si vous voulez, un peu plus en détail à l'envers. Donc, psi bar psi, hein, d'après la définition, c'est psi dag gamma 0 psi. On a les psi dag ici, gamma 0, comme ça. Donc, ça nous donne bien ceci. Okay? Et quant à psi bar gamma mu psi, ça, cette expression, eh bien, encore une fois, psi bar est donné par ça. Gamma 0 fois gamma mu, alors on a ici gamma mu égale ceci. Si je multiplie par gamma 0 de chaque côté, hein, j'obtiendrai gamma 0 gamma mu. Et ici, j'aurai gamma 0 carré qui donne 1 et j'aurai simplement cette matrice-là. Donc, j'aurai gamma 0 gamma mu qui est simplement donné par ça ici, fois psi L, psi R, et ça donne bien ce truc-là. D'accord? Donc, voilà, on a cette forme maintenant pour l'action. On pourrait démontrer, ou enfin plutôt dériver une équation d'onde simplement en appliquant le principe de moindre action. Donc, on va appliquer le principe de moindre action. Donc, on impose une petite variation à psi et une variation à psi bar. Enfin, si psi est varié, psi bar est varié aussi. Et donc, dans un premier temps, on pourrait appliquer la variation au facteur qui est ici. Donc, on obtiendrait cette forme. Dans un deuxième temps, on appliquerait la variation à ce facteur-ci ici. Donc, on obtiendrait ça ici. D'accord? Bon, tout ça, c'est très bien, sauf pour le fait qu'on a encore une fois une dérivée qui s'applique à la variation. Donc, on veut ici intégrer par partie. Je ne donne pas les détails ici. On fait simplement appliquer la dérivée sur le reste de l'expression, c'est-à-dire sur ça, et on change le signe, comme d'habitude. Donc, on obtiendrait ça ici. Okay? Et donc, cette quantité doit s'annuler pour toute variation delta psi et delta psi bar. Donc, on pourrait y aller plus, disons, vu que psi est une quantité, delta psi est une quantité complexe, en général, il faut que ceci s'annule à la fois pour des variations réelles et purement imaginaires. Donc, une façon de faire les deux en même temps, c'est de supposer formellement que psi ou plutôt que delta psi et son conjugué de Dirac sont indépendants. Donc, il faut que les coefficients de chacun des deux variations soient nuls. Et donc, on obtient que cette quantité doit s'annuler, de même que cette quantité doit s'annuler. Et donc, c'est ce qu'on obtient ici. Ces deux équations sont équivalentes. L'une est la conjuguée complexe de l'autre. Donc, il s'agit en fait d'une seule équation complexe. Et donc, c'est la fameuse équation de Dirac. Donc, c'est comme ça qu'on y parvient, par une approche constructiviste, si on veut, où on a posé la forme d'une action et on applique le principe de la moindre action et on s'est basé sur les principes d'invariance, le fait que le Lagrangien est invariant de Lorentz et que c'est construit à partir de spinner qui se transforme de manière bien précise lors des transformations de Lorentz et des rotations, etc. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette fameuse équation de Dirac. Ce n'est pas comme ça que Dirac est arrivé lui-même, il a procédé autrement, mais bon, c'est les résultats qui importent.
une petite propriété, donc on va passer maintenant aux propriétés des matrices de Dirac, parce que même si l'équation a une forme bien précise, il y a un certain arbitraire dans la façon dont psi est composé de spineurs. On pourrait utiliser une forme de matrice de Dirac qui est différente et qui correspond à un arrangement différent des spineurs gauche et droit dans le fameux spineur de Dirac à 4 composantes. Donc pour ça, on va considérer donc une représentation différente des matrices de Dirac. Donc je pourrais également définir gamma 0 de cette manière, différent de ce que j'avais avant, et les gamma 1, 2, 3 comme ceci. Cette représentation des matrices de Dirac, on l'appelle justement la représentation de Dirac, parce que c'est celle que lui a utilisée au départ, eh bien, elle est reliée à celle qu'on a utilisée avant par une simple transformation unitaire. Et cette transformation unitaire est toute simple, encore une fois, c'est celle-ci, c'est-à-dire c'est comme faire un mélange des spineurs droit et gauche. Ça revient à utiliser une représentation de psi qui, au lieu d'être psi L, psi R, est en fait formée de la concaténation des deux représentations, psi L plus psi R et moins psi L plus psi R. Donc, c'est ce qu'effectue cette transformation unitaire, justement, quand on l'applique au spineur de Dirac qu'on avait auparavant. Et donc, ça implique nécessairement que les matrices correspondantes ont cette forme. Okay? Donc, en fait, il y a un nombre infini de représentations possibles pour les matrices de Dirac, mais certaines de leurs propriétés sont constantes à travers ces différentes représentations. En pratique, on va utiliser deux représentations. Celle-ci, celle de Dirac qu'on utilise le plus souvent, et la représentation chirale est parfois utilisée. Bon. La représentation chirale, c'est celle qu'on a introduite ici, hein, la première. Okay. Bon. Donc, quelles sont ces propriétés générales des matrices de Dirac? Il y a celle-ci qu'on peut vérifier. En fait, il n'y a pas de preuve sauf de la vérifier manuellement pour chacune des matrices de Dirac. Donc, je ne le ferai pas ici, mais essentiellement, le conjugué hermitien d'une matrice de Dirac s'obtient en la mettant en sandwich entre gamma 0 des deux côtés. Ça, c'est une première propriété importante. Une autre propriété importante, c'est celle-ci. Donc, gamma mu, gamma nu, plus gamma nu, gamma mu. Donc, si on fait les produits, mais qu'on change l'ordre, on additionne, on obtient 2 fois G mu nu, le tenseur métrique. Il est bien sûr sous-entendu ici qu'on a la matrice identité 4 par 4. Donc, parce que ça, c'est des matrices 4 par 4, bien sûr. Donc, ce qui manque ici, c'est un facteur implicite de matrice identité. Ça arrive souvent qu'on n'écrive pas explicitement les matrices identité. Donc, ça, c'est une propriété importante, comme celle qu'on vient de voir tout à l'heure et qu'on rassemble ici. Nous allons maintenant trouver des solutions à cette équation de Dirac en supposant que ce sont des solutions d'onde plane, c'est-à-dire qu'elles correspondent, qu'elles ont une fréquence et un vecteur d'onde bien défini. Bien sûr, l'équation de Dirac elle-même ne dépend pas explicitement de la position. Donc, il est normal, en vertu de cette invariance par translation, de s'attendre à ce que des ondes planes soient des solutions. Donc, c'est ce qu'on pose comme solution hypothétique. Donc, la forme est la suivante. Je suppose que psi est donné par un coefficient qui est indépendant de x, donc indépendant du temps et de la position, un spineur de Dirac constant, qui va être paramétré par la quantité de mouvement, fois un facteur de propagation exponentielle qu'on pourrait écrire comme ceci en fonction ou en notation de quadrivecteur. Et dans l'équation de Dirac, il faut maintenant appliquer une dérivée par rapport à la coordonnée contravariante. Cette dérivée qui s'applique sur x mu va faire descendre un facteur moins i p mu de l'exponentielle. Ce facteur se combinant à i va donner un facteur p mu qui va multiplier gamma mu. Donc, j'obtiens cette forme de l'équation dans l'espace des vecteurs d'onde. Si je la détaille, donc mu égale 0 me donnerait ce facteur parce que P0 est égal à E. P1, 2, 3 me donnerait les composantes covariantes de la quantité de mouvement, c'est-à-dire les composantes opposées ou à la quantité de mouvement spatial. Donc, j'aurais un signe moins. Comme ça ici, j'aurais moins M.
Et là, je vais multiplier par gamma 0. Donc, je vais multiplier comme ceci par gamma 0. De la gauche, gamma 0 au carré donne 1. Donc, j'aurai E ici, gamma 0 fois gamma J et moins M gamma 0. Donc, ceci constitue une équation aux valeurs propres où E joue le rôle de la valeur propre et ça, ici, ça joue le rôle de la matrice. Bon, alors détaillons. Maintenant, encore une fois, on adopte la représentation de Dirac des matrices de Dirac. Donc, elles sont données par ces expressions. Gamma 0 fois gamma i me donne quelque chose ici où j'aurai essentiellement des plus sigma i ici et là à cause du moins qui est là. Donc, j'aurai donc des matrices de Pauli positives ici et là quand je multiplie, c'est-à-dire. Et donc, ça me donne, en multipliant par ça, des P scalaires sigma qui sont ici, avec la masse, comme ça, qui a un signe différent aux deux endroits. Donc, si je l'écris dans le détail, parce que ça, c'est une notation par bloc, 2 par 2, alors que c'est une matrice 4 par 4. Si je l'écris dans le détail, j'obtiens vraiment ceci, c'est-à-dire que le premier bloc 2 par 2, c'est multiplié par la matrice identité. Le bloc qui est ici, bien sûr, correspond à ça. Et ce bloc-là, bien, ben, alors il y aurait la PZ qui multiplie sigma 3, donc d'où le changement de signe, PX qui multiplie sigma 1 et PY qui multiplie sigma 2, donc ça nous donne cette forme qui est la même ici. Au total, cette grosse matrice est hermitienne, donc ces valeurs propres sont réelles, donc les énergies sont réelles. Comme dans toute équation en mécanique quantique ou valeur propre où la valeur propre est une énergie, on s'attend à ce que l'opérateur ici corresponde à un Hamiltonien en un certain sens. On pourrait dire que ça en est un. On pourrait même l'écrire en fonction d'opérateurs de gradient si on voulait, c'est-à-dire qu'en se souvenant justement que l'équation de Schrödinger en général pourrait être écrite de cette manière-là, ça nous donne une forme de cette espèce de Hamiltonien qui serait exactement celle-ci. Donc, il y aurait cette forme qui est identique à ça si on pose une onde plane comme ça. Okay. Donc, oui, ça, c'est comme si ça joue le rôle d'un Hamiltonien qui agit sur une particule à la fois dans ce cas-ci. OK, donc on a cette équation aux valeurs propres. Quelles sont les valeurs propres? Donc, pour ce faire, on peut simplement calculer le déterminant et poser que le déterminant est égal à 0, n'est-ce pas? Donc, je prends cette équation-là, je soustrais E, je le mets à l'intérieur. Donc, il faut que le déterminant, si vous voulez, c'est comme dire le déterminant de cette matrice doit être nul parce que la matrice doit être singulière. Donc, j'ai ce déterminant, je le calcule dans le détail. Je ne ferai pas le calcul détaillé du déterminant. Encore une fois, on peut montrer que c'est donné par le produit de ces deux trucs-là, c'est-à-dire E carré moins M carré, moins le produit de ces deux trucs-là, ce qui donne un P carré, en fait, okay, à cause des propriétés des matrices de Pauli, et ça me donnerait bel et bien ceci, ce qui me prouve, dans ce cas-là, que nécessairement E carré est égal à P carré plus M carré, donc que les valeurs propres décrivent des particules de masse M, la relation de dispersion relativiste des particules de masse M est respectée. Si je ne fais pas le calcul au complet ici, c'est parce que j'ai une façon plus simple de le faire. Je ne veux pas tricher ici d'aucune manière. Je vais plutôt adopter un calcul beaucoup plus efficace et rapide, à la fois des valeurs propres et des vecteurs propres. Donc, ce calcul provient de cette identité ici. Supposons que, donc j'ai ici l'expression qu'il y a dans la matrice, dans l'équation de Dirac. Vous vous souvenez, j'ai P, ça ici. J'ai P mu gamma mu moins M. Alors, je l'écris ici. Et donc, c'est une matrice. Je la multiplie par une autre matrice qui est obtenue en changeant le signe de M ici. Alors, je veux montrer que ce produit est en fait proportionnel à la matrice identité et égal à P carré moins M carré. Ça, bien sûr, c'est le carré d'un quadrivecteur, encore une fois. Alors, comment je fais? Alors, je distribue, j'aurai ça fois ça, par exemple, d'accord? Ce qui me donne ceci. J'aurai ça fois ça, mais j'ai ça fois ça avec un signe différent, donc ça s'annule, les termes croisés sont nuls, et j'aurai moins la masse au carré, donc j'ai ça ici. D'accord? Maintenant, cette
partie-là précisément. Alors, ça, c'est des matrices qui ne commutent pas entre elles. Ça, c'est des nombres qui commutent entre eux. Donc, ça, c'est symétrique quand j'inverse mu et nu. Et donc, je pourrais tout simplement, parce que c'est symétrique, prendre la partie symétrique de l'autre facteur. Donc, je pourrais remplacer ça par ça ici. Exactement la même chose. Encore une fois, j'insiste, dans le deuxième terme, j'ai la même chose que dans le premier terme, parce que je pourrais échanger les deux indices qui sont sommés et j'obtiendrai la même chose que dans le premier terme. Donc, c'est pour ça que je fais cette combinaison-là. Et ça, eh bien, selon les propriétés qu'on a vues des matrices de Dirac, qui sont énoncées ici, ça, c'est égal à 2 fois le tenseur métrique. Donc, quand je divise par 2, j'obtiens le tenseur métrique. Et donc, au total, ça me donne le carré du quadrivecteur. Donc, j'ai bel et bien cette forme. Et que je l'écrive dans cet ordre ou dans l'ordre inverse, c'est pareil. OK. Donc, si maintenant je retourne à mon expression, l'expression que j'avais dans l'équation de Dirac, celle-ci, et que je la prémultiplie par cette matrice, eh bien, j'obtiens ceci. Donc, j'ai bel et bien cette relation-ci. Donc, ça multiplie une matrice identité. Encore une fois, ça, c'est un spinner. Alors, pour que le spinner ne soit pas trivialement 0, ce qui serait mauvais, ben, il faut absolument que le préfacteur ici s'annule, ce qui démontre que la relation de dispersion est bien celle-là. Donc, c'est une façon plus directe, plus simple que de calculer le déterminant ici. Et non seulement ça, mais ça me permet, ce qui est très utile, de trouver les solutions pour un vecteur d'onde quelconque. On va commencer par s'attaquer à P égale 0. Donc, on retourne à l'équation qui est ici, donc l'équation de Dirac qu'on avait initialement, donc celle-là, d'accord? Si vous voulez celle-là, ok? Donc, je mets P égale 0, donc ça disparaît. Et donc, dans ce cas-ci, c'est facile, puisque la matrice est diagonale, j'ai manifestement deux valeurs propres possibles. J'ai M et j'ai moins M. J'ai des énergies positives et des énergies négatives. Bon, a priori, c'est mystérieux d'avoir des énergies négatives. On verra plus tard comment résoudre ce paradoxe, mais mathématiquement, ça a du sens. Donc, les solutions, les vecteurs propres sont très simples. J'aurai les vecteurs propres suivants. J'aurai premièrement, pour les énergies positives et donc égales à M, j'aurai les deux solutions suivantes, les deux préfacteurs qui sont là, donc ce qu'on appelle U1 et U2, qui sont des formes possibles du vecteur psi P. Okay. Et pour les énergies négatives, qui correspondent dans l'équation valeur propre à cette partie-là, donc aux deux dernières composantes, qui doivent être à ce moment-là non nulles, eh bien, j'aurai des spinners que j'appelle U3 et U4. Donc, ce sont en quelque sorte les 4 solutions que j'ai. J'ai bien sûr, pour un vecteur d'onde P donné, j'ai 4 solutions. J'ai une matrice 4 par 4 dont je cherche les valeurs propres et vecteurs propres, et j'ai 4 vecteurs propres. Donc ça, ce sont les solutions qui existent pour une particule au repos. Donc une particule sans quantité de mouvement. Bien sûr, on interprète les deux solutions ici comme étant les deux polarisations de spin possibles de la particule qui est au repos. Quant aux solutions à énergie négative, on ne sait pas encore comment les interpréter, mais ça va venir plus tard. Maintenant, pour obtenir les solutions qui ont un vecteur d'onde non nul, on va utiliser le truc suivant, c'est-à-dire qu'on va prendre les solutions qu'on a trouvées ici, donc qu'on appelle encore psi P ici, on va appliquer sur ces solutions cette matrice P nu gamma nu plus M. Et donc, cet objet devrait respecter l'équation de Dirac, parce que si j'applique par après cet opérateur, qui est l'opérateur de l'équation de Dirac, j'obtiens en combinant les deux ici P carré moins M carré. Et je sais que pour les solutions que j'ai déjà identifiées ici, eh bien, P carré est égal à M carré, et donc donne 0. Donc forcément, en agissant sur psi P avec cet opérateur, je vais obtenir aussi des solutions à l'équation de Dirac. Donc c'est ce que je fais.
j'écris au long ce que représente cet opérateur. Donc, ça représente ça ici, en fonction des différentes composantes de P. Et notez que j'ai ici écrit epsilon, ou pas epsilon, mais EP, qui est la racine carrée positive correspondant à la quantité de mouvement P. Donc, c'est uniquement la valeur positive de l'énergie associée à P. Et donc, comme ça, moins EP correspond à une énergie négative, si vous voulez. Et donc, j'aurai cette forme. Et si je l'écris au long, d'accord, donc j'aurai ça ici, j'aurai, par exemple, les termes diagonaux, OK, qui sont comme ceci. Quand j'écris ça ici, P0 est égal à EP, il est positif. Et voilà, j'ai les différentes valeurs de P sigma qui correspondent à ça. Ici, c'est en signe négatif. Okay. Et donc, j'applique cette matrice sur chacune de ces 4 solutions. Donc, par exemple, si je l'applique sur la première solution, j'obtiendrai forcément la première colonne qui est ici, qui me donnerait donc une solution à l'équation Dirac qui correspond à un vecteur d'onde P. De même, la deuxième colonne me donne une autre solution, et ainsi de suite. Donc, j'ai 4 solutions de cette manière. Ces solutions ne sont pas normalisées, donc il faudrait que je les normalise. C'est préférable. Quand on fait un développement en mode, on veut que les fonctions de base soient normalisées. Donc, de la même manière, ici, j'aimerais ça que ce soit normalisé. Donc, par exemple, si je mets ça au carré, plus module carré de ça, j'obtiendrai EP plus M au carré, plus P carré. Donc, je développe ce truc-là pour trouver la norme. Donc, bien sûr, je sais que P carré est égal à EP au carré moins M carré. Ça vient de la relation de dispersion. Donc, quand je développe le carré ici, j'obtiendrai aussi un plus M carré qui va annuler celui-ci. Et il me resterait juste les termes croisés. Donc, au total, j'aurai ça ici. Donc, je divise par la racine carrée de ça pour obtenir un spinner normalisé, donc qui a la forme suivante, pour ce que j'appelle le spinner U1 ou UP1. Donc, en particulier, quand P égale 0, ah bah, ça nous donne exactement ce qu'on avait, ces solutions-là. Hein, c'est pareil. Il suffit de voir, quand je mets P égale 0, P est égal à M, j'aurai 2M, tout ça serait égal à 0, 2M, et ici aussi, j'aurai 2 fois M fois 2M, ça fait racine carrée de 4M carré qui fait 2M, et bon, ça me donne le même spinner qu'avant, 1, 0, 0, 0. Donc voilà, j'ai ces solutions-là pour les énergies positives, et j'aurai ces solutions pour les énergies négatives qui sont obtenues en appliquant sur ces 2 spinners. Donc, encore une fois, je normalise les fameuses solutions à énergie négative, c'est la même normalisation. Donc, j'ai ça ici. Bon. Donc, résumons. Pour chaque valeur de P, on a 4 solutions à l'équation de Dirac. Ces 4 solutions comportent une exponentielle complexe. Alors, j'inscris ici uniquement la partie spatiale et non pas la dépendance en temps. Ces exponentielles complexes, on va les normaliser, c'est-à-dire qu'on va mettre le système dans une boîte avec des conditions limites périodiques donc, et des vecteurs d'onde discrets, comme on a fait pour le champ scalaire. Et donc, on a ces facteurs et on a des spinners qui multiplient, il y en a 4 par valeur de P. Et la solution générale serait une somme, une combinaison de toutes ces solutions. Je n'ai pas indiqué ici la dépendance en temps. La dépendance en temps fait intervenir l'énergie, et pour les valeurs S égale 1 et 2, cette énergie serait donnée par EP. Pour S égale 3 et 4, cette énergie serait donnée par moins EP, elle serait négative. Mais il reste que donc la solution générale à l'équation de Dirac prend cette forme. Je n'ai qu'à suppléer ici des valeurs arbitraires de ces coefficients CPS, et pour des valeurs quelconques, je vais avoir une solution à l'équation de Dirac. C'est la solution générale. Voilà, merci.